Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement d'étudiants de ces jours. Sans tarder, un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette plénière. Nous échangerons sur les 17 ans de la décentralisation en RDC, enjeux, défis et perspectives. Pour en parler, nous avons un invité adapté à ce sujet. Il est avocat et bourgmestre adjoint de la commune de Limete, ce maître Isaac Mukendi, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour échanger sur cette thématique très importante dont dépend notamment le développement des entités territoriales décentralisées qui sont les pivots du pouvoir au niveau local. Donc nous allons faire des analyses profondes autour des 17 ans, notamment de la loi qui consacre cette technique dans la forme de l'État unitaire dont est objet la RDC. Nous allons commencer par son introduction. Il prendra 15 à 20 minutes pour nous brosser les tableaux généraux de son analyse de la décentralisation 17 ans après. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les avancées à considérer, est-ce que les objectifs assignés à la décentralisation sont atteints aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de perspective pour que les entités territoriales décentralisées, y compris les entités déconcentrées, s'épanouissent, se développent et par conséquent la RDC se développe aussi. Parce qu'il faut le dire, l'État étant démembré, c'est une composition essentielle des entités déconcentrées et décentralisées. Et donc, de manière fictive, on parle de l'État, mais en vrai, l'État, c'est nos communes, c'est nos quartiers, c'est nos villes. C'est elles qui composent les provinces et les provinces constituent ce qu'est l'État congolais. Donc, maître, nous attendons de vous une analyse panoramique, sachant que vous serez face aux étudiants pour des questions d'enrichissement ou plutôt d'éclaircissement sur les zones d'ombre éventuelles, si jamais il y en a. Vous avez la parole pour votre allocution introductive, maître Isaac. Honorable président du Parlement des étudiants, honorable membre du bureau, honorable parlementaires, chers jeunes étudiants et étudiantes des universités de notre République tout entière, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi d'abord de m'acquitter de cet agréable devoir que de vous remercier de m'avoir convié à cette belle initiative ô combien louable qu'on appelle le Parlement des étudiants. Rassurez-vous que nous sommes plusieurs à vous suivre et cette invitation est un honneur que vous faites à un de vos semblables que je suis, puisque je suis tout aussi jeune comme vous. Et je vous encourage pour cette très belle initiative et sachez que de temps à autre, lorsque nos agendas le permettront, nous viendrons pour débattre sur toute autre question. Alors, puisqu'il est question de parler de la décentralisation ici, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Isaac Mukendi Kishimbi, je suis, comme l'a dit le président, avocat tout d'abord, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je suis également apprenant en troisième cycle à l'université de Kinshasa actuellement, au département de droit économique et social. Et depuis novembre 2022, il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous porter aux fonctions de bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Pour ceux qui connaissent Limete, c'est une des communes de la capitale Kinshasa. Et à l'issue des élections locales de 2023, décembre 2023, j'ai également été élu conseiller communal de la municipalité de Limete, de la circonscription de Limete. Et donc, par cette brève présentation, vous comprendrez que je suis un fervent acteur de la gouvernance locale. Et c'est d'ailleurs cette occasion qui m'a permis d'être convié par vous pour vous parler de la décentralisation qui est consacrée dans notre constitution d'abord à l'article 3 de cette constitution de 2006 et renchérie dans la loi organique 08/016 du 7 octobre 2008. Aujourd'hui, nous sommes
déjà au mois d'octobre. C'est vrai que le 7 est déjà passé, mais cette loi totalise à ce jour 17 ans. Et il est de bonne loi qu'en tant que scientifique, en tant que politique, en tant que jeune, que nous puissions analyser tous cette question dite de décentralisation. Je ne vais pas m'éterniser sur des approches notionnelles vives et larges, puisque le président dit qu'il faudrait faire une analyse panoramique de cette question. D'abord, le bilan de la décentralisation depuis qu'elle est instituée comme mode de gestion des entités en République démocratique du Congo, les failles et les faiblesses, mais aussi les perspectives qui vont justement nous permettre à faire de cette décentralisation une réalité beaucoup plus effective dans nos institutions. Alors, de prime abord, vous devez savoir que la décentralisation, ce n'est pas une création congolaise. Elle tire ses sources du temps antique d'ailleurs, dans l'Égypte antique, mais la forme la plus moderne possible, elle est advenue avec la Révolution française, celle du XVIIIe siècle. Et nous l'avons bien sûr copiée dans notre constitution parce qu'elle s'inspire en plus grand nombre de la constitution française. Et donc, la décentralisation est ce mode de gestion qui permet à ce que l'État puisse attribuer des compétences au niveau le plus local possible. Tous tels que nous sommes réunis, nous provenons certainement des avenues, des rues, des quartiers, des communes. Et bien, ces acteurs-là sont les autorités des entités territoriales. Les responsables de ces entités sont donc les autorités des entités territoriales décentralisées. Et lorsqu'on se réfère à l'article 3 de notre Constitution, les entités territoriales décentralisées par excellence sont donc la ville. Bon, à Kinshasa, c'est difficile de vivre cette réalité puisque la province est confondue à la ville, mais lorsque vous allez à l'intérieur, vous verrez donc l'exemple du Congo central où il y a la ville de Matadi, la ville de Boma, et au sein des villes, il y a les communes, où je suis d'ailleurs un des acteurs au niveau des limités, et au niveau le plus local possible, nous avons aussi les secteurs et les chefferies. Alors pour vous donner une certaine compréhension beaucoup plus aisée, c'est que selon que nos lois les a inscrits, sur un territoire donné où il y a au moins 20 000 habitants, nous pouvons déjà y ériger une commune. Et donc la commune s'est créée par un décret du Premier ministre. Donc lorsqu'on constate sur un territoire donné, République démocratique du Congo, qui a au moins 20 000 habitants, on peut y ériger une commune. Et lorsqu'il y a au moins 100 000 habitants sur un territoire donné, on peut y ériger une ville. Donc vous comprenez donc que nos villes sont des agglomérations qui peuvent comporter au moins 100 000 habitants et nos communes au moins 20 000 habitants. Alors je vais vous parler de l'expérience de Limete pour que nous soyons beaucoup plus pratiques. Aujourd'hui, Limete, en tant que commune, comprend une démographie d'au moins 450 000 habitants. Vous comprendrez donc que c'est une commune aux allures de ville. Parce que s'il faudrait se référer à nos lois, Limete devrait être une agglomération d'au moins 4 villes parce qu'on a plus de 400 000 habitants. Et donc, c'est l'un des premiers défis de notre décentralisation, c'est qu'au fil du temps, celle-ci n'a pas pu s'adapter aux réalités démographiques. Lorsque la Constitution organisait la décentralisation, l'idée était de doter d'une certaine autonomie les entités territoriales décentralisées, une autonomie financière, une autonomie administrative, mais une autonomie aussi de gestion de ressources. Vous le savez, dans notre pays, pour que l'État fonctionne, elle a besoin de moyens, des ressources qui peuvent être naturellement fiscales. Donc la fiscalité est donc l'un des moyens par lequel l'État se dote des fonds. Et au niveau des entités territoriales décentralisées, il est prévu une fiscalité, un moyen par lequel les entités devraient se ressourcer pour permettre à ce qu'ils fonctionnent. Et à ce jour, la fiscalité des entités territoriales décentralisées est organisée par l'ordonnance loi numéro 18/004 qui répartit les taxes, enfin les impôts, droits, taxes, redevances entre la province, qui est justement une entité régionalisée, à ne pas confondre avec les entités territoriales décentralisées. Donc cette ordonnance loi répartit les taxes entre la province et les entités territoriales décentralisées. Mais lorsqu'on analyse profondément cette ordonnance, vous verrez donc que la répartition des taxes ou des impôts ou des droits redevances entre les différentes entités, surtout pour les communes, révèle un certain déséquilibre. On remarque qu'au niveau des provinces, au niveau des villes, il y a une surconcentration des impôts, droits, taxes et redevances qui ne sont même pas mobilisés, alors qu'au niveau des entités territoriales décentralisées, telles que la commune, pour parler de mon expérience, les impôts ou les droits qui sont de l'apanage de la commune sont minimes, ce qui ne permet pas justement aux entités telles que la commune de mobiliser assez de ressources, d'autant plus que le budget de la commune émarge d'une part de 60, à la hauteur de 60% de ce qui devrait
provenir de l'enveloppe provinciale au moyen de la rétrocession qui est organisée par la loi des finances publiques. Et les 40 autres pourcents sont des recettes propres à la commune. Et donc, à ce jour, nos communes fonctionnent avec près de 40% de ces ressources de manière générale, ce qui ne permet pas justement à notre entité ou aux entités telles que la commune de mobiliser assez de moyens pour pouvoir faire de cette décentralisation effective. Je vais aussi vous rappeler aujourd'hui la vision du chef de l'État qui, à travers un de ses derniers conseils des ministres, ensemble avec le gouvernement, ont donc décidé de rapprocher au niveau le plus local possible les services administratifs que devraient obtenir les administrés que nous sommes au niveau local. Je vous donne l'exemple du permis de conduire. Nous sommes un peu tout près de là où se délivre ce permis. Aujourd'hui, le permis de conduire, pour en obtenir, vous devez tous aller à Ndolo. Et il y a une surconcentration de la population qui va à un seul endroit, alors qu'avec la décentralisation, on pouvait permettre à ce que ces permis soient délivrés au niveau de nos entités respectives. Là, je parle des communes. Je vous parle du passeport, qui, lorsque vous allez sous d'autres cieux comme en France, c'est un document que vous pouvez obtenir à la mairie, vous pouvez obtenir à la préfecture, mais chez nous, la concentration de la délivrance de ce passeport ou de ce document administratif s'est fait jusque-là encore au ministère des Affaires étrangères, bien qu'il y a des efforts en termes de numérisation, mais aussi en termes de délocalisation du lieu de délivrance, mais cette réforme ne se ressent pas tellement. Alors, avec la vision du chef de l'État, ce serait celui de permettre à ce que ces actes administratifs soient délivrés, ces documents administratifs soient délivrés au niveau le plus local possible pour permettre à l'administré de saisir au niveau local son administration et obtenir les différents services administratifs qu'elle devrait délivrer. Alors, pour peut-être chuter, je vais aller rapidement par rapport aux défis qui doivent être relevés au niveau de l'État d'abord central, puisque ce n'est pas nous qui organisons la décentralisation. La politique du gouvernement, à travers justement le ministère de l'Intérieur qui a en sa charge la décentralisation, et donc ce portefeuille de l'État qui devrait envisager de réformes pour que la décentralisation puisse être effective et surtout que nous en sommes à la 17e année depuis la promulgation de cette loi. Le premier défi qui a déjà été relevé par rapport à l'effectivité du fonctionnement des organes, pas plus tard qu'en 2023, nous avons eu des élections locales, ce qui est un défi qui a été relevé parce que depuis l'adoption de la Constitution de 2006, nous n'avons jamais eu des élus locaux. Et ces élus locaux qui sont les conseillers communaux à l'intérieur de provinces, ce sont eux qui doivent élire les conseillers urbains et les conseillers urbains à leur tour éliront les maires de ville. Et donc le premier défi de la décentralisation, bien sûr, c'est la régularité justement de ces élections municipales, locales et même urbaines pour que nous ayons toutes les entités territoriales décentralisées avec leurs organes respectifs, excusez-moi le lapsus, fonctionnels. Parce que si on n'a pas tous les organes de contrôle, notamment la gestion des autorités locales ne sera pas contrôlée. C'est comme les bourgmestres qui sont nommés, les maires de ville qui sont nommés, s'il n'y a pas un contrôle effectif, chacun devra faire ce qui lui passe par la tête. Et donc le premier défi, ce serait la régularité, bien sûr, de ces élections. L'autre défi aussi, c'est d'arrêter l'immixtion, bien sûr, de certains organes provinciaux et centraux qui, dans la gestion quotidienne des entités territoriales décentralisées, s'immixent en donnant parfois des instructions mal données, qui violent la loi, qui violent même la Constitution. Ça, c'est un autre défi aussi à relever. L'autre défi aussi, c'est celui justement de la fiscalité au niveau des CTD qui devrait être renforcée pour que les communes puissent avoir les moyens de leur politique. Parce que si nous n'avons pas assez de moyens, nous ne pourrons pas assainir nos avenues, nous ne pourrons pas assainir nos quartiers, nous ne pourrons pas assainir nos municipalités et même nos villes parce que nous n'aurons pas les moyens conséquents pour notre politique. Mais l'autre défi le plus grand d'ailleurs est celui de l'information. Parce que aujourd'hui, je suis face à des étudiants, je présume que si tous vous êtes juristes, vous avez quand même des ABC de la décentralisation. Mais la population lambda, celle qui jonche nos rues, celle qui vit autour de nous, beaucoup ne connaissent pas la décentralisation. C'est un défi que nous avons rencontré lors des dernières élections, où lorsque j'allais pour chercher à obtenir le suffrage de mes électeurs, je devais encore expliquer c'est quoi la décentralisation, quel est le rôle d'un élu local et quelles sont les attributions qui sont dévolues à la commune, qui sont dévolues au niveau de l'exécutif provincial et qui sont dévolues au Parlement. Et donc, notre population devrait avoir cette information qu'il y a un distinguo entre un élu au niveau national, un élu au niveau provincial et un élu au niveau local. Cela revient donc à dire que, à travers notre programme
de formation, d'enseignement au niveau des écoles. Je pense qu'il y a encore ce cours de SM, éducation civique et morale. Pourquoi ne pas inclure, ne serait-ce que les ABC de la décentralisation, pour que l'enfant qui grandit comprenne effectivement, lorsque j'ai besoin de telle chose, voilà là où je devrais aller, voilà à qui je devrais poser mon problème. Et pour chuter, l'autre défi aussi serait celui de la responsabilisation de tous les acteurs au niveau local. Aujourd'hui, on nous parle des chefs de rue, par exemple, Monsieur le Président, distingué membre du bureau. Eh bien, les chefs de rue ne sont repris dans aucune loi ici en République démocratique du Congo. Mais lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État a demandé que pour les questions de propriété ou d'assainissement à travers la capitale, l'on devrait responsabiliser tous les acteurs locaux jusqu'aux chefs de rue. Je me pose la question, les chefs de rue, il est inscrit, il est repris où? Il est organisé par quelle loi? Et donc l'autre défi serait aussi, parce que nos rues, par exemple à Limité, nous avons près de 500 avenues et rues confondues, donc c'est énorme. Et si, bien sûr, ces chefs de rue pouvaient être inclus dans la loi organique 08/016 qui aujourd'hui totalise 17 ans, ça permettrait justement à ce que la décentralisation ou la gouvernance locale soit comprise au niveau le plus local possible. Et donc cela rappellerait justement à la révision ou à la modification de cette loi qui aujourd'hui a atteint un stage, je peux dire, de maturité, bien que, bien sûr, elle n'est qu'à ses 17 ans. S'il faudrait comparer, on peut dire qu'elle est encore mineure. Mais cela appelle justement à une réflexion profonde pour que ces décentralisations puissent être effectives. Voilà donc en quelques termes ce que je pouvais dire de cette notion. Je pense que le président aussi l'a précisé qu'à côté, nous avons aussi la déconcentration, puisque je n'ai pas parlé des territoires, je n'ai pas parlé des quartiers qui sont tout aussi des entités, mais déconcentrées, mais puisqu'il fallait rester que dans la sphère de la décentralisation, et donc j'ai préféré me limiter. Alors, merci. Honorable président, honorable membre du bureau, distingué parlementaire, voilà donc l'essentiel de mon approche par rapport à cette thématique que nous allons donc développer ce jour, et je reste ouvert à toutes vos préoccupations les plus largement possibles. J'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur le bourgmestre. Vous allez rester pour quelques relances de compréhension avant que l'on ne prenne les questions de parlementaires. Je pense que vous aviez été clair. Pour ceux qui nous suivent, nos plénières sont pédagogiques. Il faut que les gens comprennent comment l'État congolais s'organise. À vous suivre, nous notons que l'État congolais, comme le consacre la Constitution à l'article 3, a adopté pour un modèle décentralisé des gestions locales. Un modèle décentralisé, il faut le dire. On a décidé de ne pas laisser tout le pouvoir d'action au niveau central. On a donné aux autorités locales un certain nombre de pouvoirs pour agir dans une dynamique de proximité avec le peuple. Mais 17 ans après, vous le dites, nos rues ne sont pas gouvernées, nos quartiers aussi. Les communes, ça reste encore un grand défi avec le problème des finances que vous évoquez, le problème de conflit de compétences avec les provinces notamment, même au niveau de la fiscalité. Alors, à qui faut-il imputer, 17 ans après, le manque d'effectivité de la décentralisation? Pourquoi ça traîne le respect scrupuleux de la loi qui organise la décentralisation? À votre analyse, à qui faut-il, sur la tête de qui faut-il mettre cette charge? Alors merci, honorable président, déjà pour cette question que je trouve assez pertinente. Eh bien, moi, la première personne ou le premier organe ou la première institution que je pourrais responsabiliser ce jour, c'est bien notre Parlement. Parce que d'abord, le Parlement est donc la mère, si je veux bien le dire, de cette loi, et cette loi émane du Parlement. Alors, il a manqué depuis plusieurs années, à mon sens, un diagnostic concret sur l'effectivité de cette décentralisation. Au fil du temps, on a eu comme l'impression que organiser la décentralisation permettait justement à démembrer l'État de manière incalculée et doter de toutes ces entités démembrées des autorités, peut-être pour des raisons politiques. Parce qu'on émane des partis politiques, il faudrait caser ça et là certains de ces partisans, et après on les laisse fonctionner sans qu'il y ait un diagnostic permanent et concret. Alors l'Assemblée nationale, notamment, est donc le premier organe responsable, puisque au fil du temps, il n'y a pas eu un monitoring permanent de cette décentralisation. Je vous parle par exemple de l'ordonnance loi qui fixe
qui répartit les taxes, impôts, ainsi de suite. Cette ordonnance loi, chaque 5 ans, doit être revue. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025. Si on essaye de soustraire, la dernière fois que cette ordonnance a été revue, c'était en 2018. Jusqu'à ce jour, près de 5 ans, il n'y a pas eu un monitoring par rapport à la répartition des dits impôts, des dites taxes, des dites redevances, pour voir quel a été le niveau des mobilisations au niveau des entités auxquelles on a conféré ces taxes. Je n'ai peut-être pas ramené ces textes, mais je pourrais les transmettre aux honorables députés. Vous pourrez voir bon nombre de taxes qui ont été données à l'hôtel des villes, par exemple, qui n'ont jamais été mobilisées. Je vais prendre le cas de la taxe sur l'assainissement. On dit ici, dans cette ordonnance-là, il est repris que la taxe sur l'assainissement et enlèvement des ordures ménagères. C'est une taxe qui est reprise comme celle de l'hôtel de ville. Je nous pose la question à nous tous ici, parlementaires. Quel jour nous avons déjà vu l'hôtel de ville venir frapper à notre porte pour enlever les déchets et que nous puissions donner la contrepartie de cette taxe? On nous parle de la taxe sur le préavis locatif. Nous savons tous que les maisons au sein desquelles nous habitons, on les retrouve au niveau le plus bas possible dans nos quartiers, dans nos rues, ainsi de suite. Mais cette taxe, elle est dévolue à la ville, encore que ce service de l'habitat, qui est donc le service de collecte de cette taxe, loge au sein des bâtiments des communes. Mais cette taxe nous passe par les yeux et nous n'avons aucun droit sur cette taxe. Pourquoi? Parce que c'est une taxe de l'hôtel de ville. Mais lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un conflit locatif entre les bailleurs et son locataire, la première autorité indexée, c'est le bourgmestre. Alors que cette taxe n'est pas reprise à l'apanage de la commune. Donc il y a bon nombre de taxes comme ça, qui sont donc dévolues à la ville et même à la province, qui ne sont malheureusement pas mobilisées et qui ne permettent pas justement à ce que ces décentralisations dotent les moyens aux entités pour un fonctionnement beaucoup plus permanent. L'autre responsable, c'est aussi le gouvernement, parce qu'à travers la politique du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, au fil du temps, bien sûr, il n'y a pas eu ce diagnostic de la décentralisation. Pas plus tard qu'hier, avec le tout nouveau ministre de l'Intérieur, nous avons vu cette volonté, bien sûr, d'amener une nouvelle approche, notamment avec la mise en place des comités locaux de sécurité, qui sont donc un peu comme des petites réunions de sécurité que nous tenons à ce jour au niveau de nos entités pour évaluer la question sécuritaire, avec bien sûr une possibilité de l'élargir, avec la participation des acteurs de la société civile, avec la participation des chefs de quartier, des chefs de rue, même de la population. C'est un peu comme un petit conseil des ministres, c'est comme ça que je l'appelle, qui permet justement aux responsables de la commune, mais aussi aux services de sécurité, de se réunir, d'évaluer les questions sécuritaires et bien sûr d'y apporter des solutions. Mais là, c'est seulement sur le volet sécuritaire, mais sur tous les autres volets. Voyez-vous? Donc les deux responsables, à mon sens, c'est donc l'Assemblée délibérante, l'Assemblée nationale, peut-être même aussi le Sénat, et aussi le gouvernement qui, au fil du temps, n'a pas pourvu de politique efficace et un monitoring permanent pour vérifier si effectivement la décentralisation avait son effectivité sur toute l'étendue de la République. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Vous pouvez prendre place. Nous allons prendre les questions des honorables parlementaires. Nous commencerons avec l'honorable Aridja pour son allocution. Et l'honorable Glody se prépare. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, 17 ans après son lancement, la décentralisation montre ses limites et son manque d'efficacité. Ma question est la suivante. Ne serait-il pas plus judicieux de repenser notre mode d'organisation politique et d'envisager la gestion de notre pays sous une forme fédérale plutôt que de maintenir les systèmes actuels? J'ai dit honorable Président. Merci, honorable Aridja. Monsieur le bourgmestre, pour rencontrer l'honorable Aridja qui pense qu'au vu de l'échec de la décentralisation, est-ce que c'est pas plutôt important d'échanger de modèle? Parce que 17 ans quand même c'est beaucoup et c'est pas à ces 18 ans que la décentralisation va porter ses fruits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Vous avez la parole. Oui, vous pouvez répondre directement.
Merci, honorable, honorable Aridja, madame la questeur, pour votre question. Je puis répondre à celle-ci. Je dirais plutôt que si la décentralisation a montré ses limites, ce n'est pas parce que le mode de gestion est mauvais. Non. Je pense plutôt que l'accompagnement politique n'a pas suivi. Je vous ai relevé bon nombre de problèmes sans évoquer justement un défi lié au changement du mode de gestion. Non. La décentralisation a permis justement que nous ayons une approche d'une gestion beaucoup plus large et plus décentralisée du pouvoir public. Ce n'est pas une mauvaise chose la décentralisation, mais pour qu'elle soit effective, il faudrait que les accompagnements puissent suivre les moyens financiers, la régularité justement du cycle électoral qui prévoit qu'à chaque instant, qu'il y ait une rotation des animateurs, parce que dans certains coins, vous allez trouver un bourgmestre qui a fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, à un seul endroit, sans pour autant, bien sûr, y apporter des solutions efficaces. Et lorsque vous posez le problème, c'est toujours un problème lié aux moyens. Un problème de fiscalité, justement, dans la mauvaise répartition des taxes qui ne permet pas, justement, aux communes ou aux entités décentralisées de se ressourcer ou de disposer des moyens de leur politique. Et surtout que leur budget émarge d'une grande partie de l'enveloppe de la province et que la province ne rétrocède pas en temps opportun, c'est ce qui permet à cette décentralisation de ne pas fonctionner. Et s'il faille aussi, bien sûr, analyser une piste vers le fédéralisme dans notre pays, eh bien, vous serez d'accord avec moi que notre maturité et notre mentalité ne permet pas ce que nous puissions migrer. Il y a déjà cette veine nationale que nous voulions, bien sûr, rude ou efficace, qui est encore beaucoup plus faible. On a tenté cette expérience, bien sûr, avec bien sûr certains politiques véreux à l'époque des années 60 qui ont voulu prôner, par exemple, le fédéralisme à travers la session katangaise. Vous avez vu ce que ça produit. Et donc, notre veine nationale ne nous permet bien sûr pas à migrer vers une forme de gestion beaucoup plus complexe et qui risquerait d'entraîner l'effritement même de notre pays. La situation sécuritaire, la porosité de nos frontières, bien sûr, toutes ces questions et la multiplicité, même la diversité de nos ethnies ne permet pas à ce que nous puissions opter pour le fédéralisme comme mode de gestion. Moi, je trouve que c'est très dangereux et je n'ai toujours jamais été partisan de cette forme. Mais aussi, l'un des acquis de cette décentralisation, c'est que ça permet aussi, et j'ai toujours été d'accord avec cela, de servir de pépinière pour les plus jeunes. Lorsque vous allez en France, par exemple, regardez toutes les grandes figures de renom de la politique française, ils ont commencé en tant qu'acteurs au niveau local. Et donc c'est un acquis que nous devons, nous jeunes, encourager, saluer, mais sans les accompagnements possibles, on ne pourra pas. Prenez l'exemple de Gabriel Attal, qui tout autrefois était Premier ministre de la République française, c'était un conseiller communal, comme moi bien sûr, comme plusieurs d'entre nous qui ont été élus en 2023. Monsieur Jacques Chirac, il a été maire de Paris. Et un maire, c'est une autorité d'une entité, voyez-vous. Et donc, pour les plus jeunes, c'est une forme de préparation pour ceux qui veulent bien embrasser la vie politique, la décentralisation. Ça permet justement que vous puissiez déjà vous initier à la vie publique, à la vie politique au niveau local, observer votre environnement, essayer d'apporter des solutions à vos concitoyens et petit à petit, vous pourrez croître justement pour embrasser la vie nationale, politique nationale avec bien sûr une appréhension du développement au niveau local et bien sûr ça vous permettra de comprendre qu'est-ce que vous pourrez apporter à vos concitoyens au niveau du sommet. Et donc la décentralisation n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt les accompagnements qui manquent et migrer vers le fédéralisme dans le contexte congolais actuel c'est très dangereux. J'ai dit honorable. Merci, monsieur le bourgmestre, vous pouvez prendre place. On va prendre l'honorable Glody pour son allocution. Et l'honorable Délice se prépare. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, et parce qu'à face de nous, il s'agit d'un bourgmestre, permettez que je l'appelle ainsi, parce qu'à l'absence du titulaire, c'est l'adieu qui prendra la place. Ainsi, nous voudrions, à travers lui railler quelques questions qui se posent au niveau de l'opinion publique pour dire la population. La première question se pose au sujet de son salaire. Monsieur le bourgmestre, combien êtes-vous payé? Alors la deuxième question se posera au sujet de sa mission.
au-delà de la célébration de manière civile, on se pose quel est le rôle principal de bourgmestre. Alors la troisième question se posera au sujet de cette permission ou cette négligence qui est tout à fait générale dans certains bourgmestres, quoique nous ayons reçu quelques justifications de leur part. Mais aujourd'hui, nous voudrions comprendre pourquoi êtes-vous en train de permettre cette violation de l'espace public par certaines gens à travers la construction de kiosques, construction de shops, pour ne citer que ça. Ah, voilà, Monsieur le Président, ce que nous voulions savoir à travers notre invité du jour. Nous avons dit. Merci beaucoup, honorable Glody. Monsieur le bourgmestre, pour rencontrer les préoccupations légitimes de l'honorable Glody. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole, mais aussi à l'honorable parlementaire pour la question qui m'a été posée. Si j'ai bien retenu, il voudrait bien connaître mon salaire. Bon, pas personnalisé, le salaire du bourgmestre. Et pourquoi est-ce que nous permettons... salaire, ça ne dérange pas non plus. Non, ça ne dérange pas, bien sûr. En tant qu'acteur public, on doit se dire la vérité, nous sommes évolués à la redevabilité. À ce sens de transparence, bien sûr. La redevabilité, c'est qui me pousse à venir aujourd'hui devant votre parlementaire. C'est un devoir citoyen auquel nous devons nous exercer. Alors, ce n'est pas une question de tabou. Aujourd'hui, tous les bourgmestres sur l'ensemble de la capitale et même sur l'ensemble de la République, je ne vais pas vous les cacher, même le chef de l'État le sait, ne sont pas payés. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que déjà, d'une part, je vous ai parlé de notre budget, le budget de la commune qui émarge en grande partie de l'enveloppe provinciale, à la hauteur de 60%. Ces fonds devraient nous venir de la rétrocession. Deuxièmement, les 40%, ce sont nos ressources propres. Encore que ces ressources, parce que je ne veux pas, s'il faudrait vraiment ouvrir la boîte à Pandore, je pense qu'on risquerait de faire 3 heures d'émission. Je ne vous parlerai pas du nombre de taxes qui sont exclusives à la commune, mais qui ont été déportées au niveau de la ville, ou par certains partenaires qui, au lieu de signer avec la commune en tant qu'entité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, ils préfèrent aller signer au niveau de l'hôtel de ville. Et ces partenaires nous dépouillent de près de 50% de ces quelques taxes minimes que nous avons. Je n'ai pas cité ici, par exemple, la taxe professionnelle annuelle. Vous allez voir la mauvaise foi de certains acteurs aussi du secteur privé qui, vous le savez, tous les privés, les sociétés sont toujours effrayés par les taxes, je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours hostiles à l'impôt. Au lieu de payer la taxe professionnelle annuelle, dont l'effet générateur et la demande d'ouverture, lorsque vous voulez ouvrir votre société, vous venez, ou votre établissement, vous venez au niveau de la commune, on vous délivre l'autorisation d'ouverture. C'est donc cette autorisation qui est l'élément déclencheur de cette redevabilité à la taxe professionnelle annuelle. Et ce sont tous les opérateurs économiques qui sont justement soumis au régime de l'autorisation d'ouverture qui devraient payer la taxe professionnelle annuelle. Je parle bien de la taxe professionnelle annuelle. Mais ces opérateurs ne veulent pas payer ces taxes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la demande d'ouverture ne s'obtient qu'une fois lorsqu'on crée la société. Donc je vais créer, je demande la demande d'ouverture, je l'obtiens, c'est fini. Je ne peux pas payer une taxe dite professionnelle annuelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au niveau, tous réunis au sein d'une organisation que vous connaissez tous, la FEC. Ils sont allés voir le ministre provincial de l'économie, de la ville province de Kinshasa de l'époque, pour obtenir la suspension de cette taxe. Donc vous comprenez qu'à ce jour, une taxe si importante auquel tous les opérateurs économiques sont soumis, vous connaissez l'Imété, elle a cette réputation d'être une commune industrielle. Imaginez-vous qu'on nous dépouille de cette taxe-là. Comment nous allons fonctionner? Et nous n'avons que 40% de notre budget avec lequel nous devons fonctionner, et avec les taxes minimes que nous avons. Vous êtes étudiant, pour la plupart, lorsque vous venez, pour obtenir les attestations de naissance, les certificats de bonne vie et mœurs. Pour ceux qui ont la chance de connaître les bourgmestres, ils disent que bon, je suis étudiant, ne pourrait pas avoir la grâce de payer la moitié. On accorde parfois, mais ça nous dépouille. Ça ne nous permet pas justement de mobiliser assez de moyens pour que nous puissions fonctionner. Parce que nous avons une brigade d'assainissement à prendre en charge. Parce que nous avons bien sûr des charges fixes que nous devons bien sûr mobiliser de ressources pour entretenir notamment la commune. Parce que nous n'avons pas cet appui financier de la province et même de l'État au niveau central. Ça ne nous permet pas d'avoir nos moyens. Alors, figurez-vous, avec moins de 40% de vos ressources, comment vous allez vous payer? Parce qu'on dit que la commune, c'est une entité territoriale décentralisée, elle a une autonomie, donc les bourgmestres doivent se payer eux-mêmes.
mais avec un budget qui est mobilisé qu'à une certaine hauteur, peut-être 10-15%. Comment je vais obtenir les moyens pour me faire payer? Alors, nous avons mené des démarches au niveau notamment du ministère de la fonction publique qui nous a aujourd'hui accueillis et nous a rassuré que dans les tout prochains jours, les bourgmestres, les maires des villes y compris, pourront bien sûr obtenir leur rémunération. Et donc vous comprenez qu'au-delà bien sûr d'un devoir public, d'un poste politique, ça ressemble quelque peu à du bénévolat auquel nous sommes soumis. Les conseillers communaux qui à peine ont été élus, ces derniers perçoivent des émoluments. Ce sont pour la plupart vos amis, vos collègues, vos camarades, posez-leur la question. Moi je ne suis pas un conseiller communal parce que je suis actuellement dans l'exécutif. Donc je ne peux pas faire le cumul des fonctions. Ce serait une controverse à mon devoir en tant que citoyen. Je ne suis tenu qu'à n'occuper qu'un seul poste. Alors je le dis pas pour vous enchanter, pas pour qu'on rigole, mais c'est une question sérieuse. On ne peut pas confier une gestion d'une entité à quelqu'un qui ne sait pas tenir tout le bout du mois. C'est impossible. Parce que là, il sera obligé de commencer à occuper justement, pour enjamber la deuxième question, les espaces publics de l'État, à délivrer certains documents de manière tout à fait illicite et qui ne permettraient pas justement à notre environnement de respirer. Et ces occupations-là, c'est aussi par manque aussi des infrastructures telles que les marchés dans nos communes. Je vais vous prendre l'exemple de Limité. Nous n'avons pas des marchés communaux. Pour ceux qui habitent Limité, ici, il y a certains qui habitent le quartier Mombele, il y a une certaine avenue qu'on appelle avenue Ngaliema. Et cette avenue-là, actuellement, est occupée par un marché qu'on appelle le marché Louko. C'est en pleine rue, mesdames et messieurs. En pleine rue. Pourquoi? Par manque d'infrastructures, par manque de lieux où aménager un marché. Et les seuls marchés qui sont connus ici dans la capitale, tels que les marchés de la Liberté, les marchés de Matité, de Gambela, eh bien aujourd'hui, ces marchés sont à la charge de la ville. La ville a dépouillé les communes et gère ces marchés-là à travers une certaine structure. Et donc nous le disons ici pour que cela nous révolte, pour que cette lutte, que nous puissions nous en approprier tous, afin que le ressenti de la décentralisation soit perçu par tous. Parce que la République démocratique du Congo ne commence pas que dans ses frontières de 2 345 409 km². Ça commence d'abord au bas de notre porte. Lorsqu'au bas de votre porte, l'autorité de l'État n'est pas ressentie, enfin, du moins de manière pas suffisante, eh bien, il y a un problème. Si les défis liés à l'environnement ne sont pas perçus par les acteurs qui décrivent bien sûr les manques de moyens, eh bien, notre environnement est pollué et ce seront des maladies et des maladies qui continueront à nous empester à temps et à contre-temps. Et donc, c'est un exercice, comme je l'ai dit, auquel je me soumets pour interpeller tous les acteurs qui sont impliqués à apporter des solutions sur cette question de la décentralisation, de s'impliquer effectivement. Qu'on n'attende pas seulement que le chef de l'État manifeste sa volonté politique. Aujourd'hui, nous en avons un qui, bien sûr, qui a voulu à ce qu'il y ait des élections locales, qu'il y ait des bourgmestres jeunes notamment, mais celui qui viendra demain, c'est incertain, on ne le sait pas. Alors c'est à nous, la population, c'est à nous, les jeunes étudiants, de nous mobiliser pour que ce mode de gestion soit effectif en République démocratique. Très bien. Est-ce que toutes les questions ont été répondues? Il a aussi posé la question de savoir les espaces publics, comment vous les autorisez? C'est pour gagner de l'argent que vous faites? Bon, les espaces publics, lorsque j'ai parlé des occupations des espaces publics, j'ai mentionné l'occupation illicite, parce qu'il y a à l'opposé l'occupation licite, régulière. Les entreprises publiques peuvent être occupées, ça rassurez-vous. Je n'ai peut-être pas amené tous les textes, mais je pourrais vous le transmettre. Il y a un processus qui est établi pour occuper une emprise publique de l'État, du moins celui qui relève du domaine privé de l'État. Parce que dans la question de domanialité des biens de l'État, vous savez qu'il y a le domaine privé de l'État, il y a aussi le domaine public. Les emprises qui relèvent du domaine privé de l'État peuvent être occupées. Mais ce n'est pas une occupation en matériaux durs, c'est-à-dire c'est une occupation qui doit être temporaire. Lorsque vous allez par exemple sur Limité, le long du boulevard Lumumba, vous allez voir qu'il y a des occupations de part et d'autre de l'emprise publique. Mais rassurez-vous que ce n'est pas la commune, hein, c'est l'hôtel de ville bien sûr qui a assiégé ces occupants et qui ne sont redevables aucunement à la commune. Mais lorsque c'est sale, c'est le bourgmestre qu'on accuse de ne pas avoir entretenu. Mais les recettes qui découlent de cette activité, lorsqu'elles sont redirigées, mais qu'après elles ne servent pas, bien sûr, à assainir les coins et recoins de notre commune, c'est un problème réel qui est perçu. Et donc les occupations des emprises, c'est vrai qu'il y a certains, je ne veux pas les nier, certains bourgmestres qui parfois s'égarent de la réalité ou de la règle de droit, parce que tous ne sont pas juristes. Moi je suis juriste, et celle qui est ma dévancière, Madame Nathalie Alamba, qui est la bourgmestre de Libété, est bien entourée par moi pour que nous puissions
éviter l'irrégularité dans l'occupation. Et lorsque cet endroit-là ne relève pas d'une possibilité à être occupé, eh bien, on ne délivre pas des autorisations. Mais dès lors que nous délivrons une autorisation, bien sûr, nous nous assurons que la personne sera à même d'assainir cet endroit, mais bien sûr de renouveler aussi cette autorisation parce qu'elle n'est valide que pour une année. Voilà. Alors, je veux prendre un exemple pas tant de l'occupation de l'espace public, parce que vous êtes notamment bourgmestre adjoint des Limétiers et membre de l'UDPS. Ah, ok, on va le prendre comme ça. La déventure de la 10e rue Lumétier, Oui. de votre permanence, est-ce qu'ils ont eu l'autorisation d'occupation parce que la déventure est privatisée? Les motards, maintenant on y prépare à manger, les matinées politiques, toute la déventure. Est-ce qu'il y a l'autorisation pour l'occupation publique de la déventure de la permanence de l'UDPS? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait une extension de la permanence jusque sur l'emprise publique. Je pense plutôt que vous faites allusion, excusez-moi, je pense que la question a été vidée, Monsieur le Président. Oui. Je pense plutôt que vous faites allusion, lorsque vous êtes du côté résidentiel, au niveau de la 12e rue, pour remonter vers la 10e rue, vous constaterez qu'il y a des engins qui sont là. Et ces engins-là sont occupés par une société privée dont je tais les noms parce qu'elle n'a pas payé les droits publicitaires ici. Et donc, cette occupation de cette société a été permise par l'hôtel de ville. Mais puisqu'il faut parler de la déventure de l'UDPS, à moins que je ne me trompe, elle est inoccupée. Vous pouvez y aller maintenant. Il n'y a pas une occupation que j'ai qualifiée ici avec des matériaux non durables, comme s'il y a quelque chose qui a été installé là et que, bien sûr, les gens s'y établissent de manière permanente. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se réunissent là pour des raisons politiques, pour analyser, bien sûr, des questions comme celle-ci pour lesquelles je suis venu dans votre Parlement. Mais n'empêche, bien sûr, qu'il y ait des matinées politiques, mais qui sont aussi autorisées. Okay. L'UDPS, lorsqu'elle veut organiser une matinée politique, nous sommes saisis par son secrétaire général, qui est d'ailleurs le responsable de mon parti, l'honorable Augustin Kabouya, qui nous écrit pour nous signaler qu'il y a une matinée politique qui va se tenir à telle date, à telle heure, et pour que, bien sûr, le bourgmestre en soit informé. Parce que nous sommes aujourd'hui régis par le régime d'information. Nous ne pouvons pas autoriser ou n'est pas autorisé. C'est l'information. Mais pour d'autres matinées, elles se tiennent dans l'enceinte du parti de l'UDPS. Lorsqu'il y a des matinées, moi je vais dans l'enceinte du parti, il y a un podium qui est bien installé, on y va, on se réunit, on discute des questions d'État et ensuite on repart. Mais pour des manifestations de grande envergure comme celle de la réunification qui s'est tenue très récemment, nous avons été saisis par une correspondance. Donc à ce jour, l'UDPS n'occupe pas de manière, je vais dire, infrastructurelle la déventure de la 10e rue. À moins que ça ne soit fait peut-être une heure avant l'émission, parce que j'étais ici en attendant bien sûr le début du tournage. Alors, je veux revenir sur une question qui dérange énormément. Je vous en prie. Je renchéris à votre réponse sur la paye. Ouais. Vous savez, récemment, on a reçu ici le président du Conseil national de la jeunesse qui nous a dit qu'il n'est pas payé. Lui aussi. Il a fait 4 ans, il n'a pas été payé. Je suis très étonné et informé que le bourgmestre ne touche pas. C'est depuis quand que vous ne touchez pas le salaire dont vous ne connaissez pas le montant parce que vous avez dit que vous n'êtes pas payé, mais vous n'avez pas dit combien on doit vous payer effectivement. Et qui doit vous payer en vrai? Si vous dites que les entités territoriales décentralisées ont une autonomie financière, ça veut dire que c'est vous qui devriez vous payer. Alors, que faites-vous de l'argent de mariage, des permis d'exploitation de l'espace public, des attestations, des décès, tout ce qui va avec? Bonne vue et mère, c'est tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous en faites? Vous prenez cet argent-là, vous mettez pour le fonctionnement de la commune et vous ne vous payez pas. Comment les agents de la commune eux-mêmes, vous les gérez? Est-ce que autant que vous n'êtes pas payé, tous les agents de la commune ne sont pas payés? Faites-nous un peu le point parce que c'est compliqué. Si après 17 ans, les autorités communales n'ont pas le moyen, déjà, pour que fonctionne, ça devient compliqué. Bien sûr. Vous avez la parole. Alors merci, honorable président. Je comprends la pertinence, bien sûr, de ce sujet. Et je vous rassure que s'il faudrait vraiment qu'on s'étale là-dessus... Non, ne nous étalons pas. Dites-nous seulement c'est combien c'est que l'État vous devrait et ça date des quand. Je crains que les honorables parlementaires puissent avoir des problèmes dans leur ménage respectif. Pour ceux qui n'ont pas informé, bien sûr. Voilà, c'était justement pour égayer l'Assemblée. Okay. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une entité territoriale décentralisée qui, en principe, devrait être dotée d'une gestion financière propre. Mais je vous ai parlé ici de la difficulté de la mobilisation ou du remplissage des assignations qui nous sont dévolues. Parce qu'avec 60% de notre budget qui émarge de la province et qui ne vient pas, je ne veux pas ici vous citer les noms d'arriérés,
Avec 40%, on ne peut pas Non, fonctionner. si vous nous citez, ça fait Je quoi? vais Ça peut parler- nous permettre d'accentuer le plaidoyer pour qu'on vous paye. Effectivement, les 40% qui nous sont dévolus émargent justement de notre budget, mais aussi pourraient être mobilisés si effectivement les taxes qui nous sont dévolues, nous en bénéficions de manière intégrale. Je vous ai parlé des attestations, des naissances, ces fameux papiers jaunes là, pour que notre population comprenne, qu'on vient obtenir au niveau de la commune. Et bien ces taxes-là, nous n'en avons pas l'intégralité de son coût, parce qu'il y a un partenaire qui a signé directement avec l'hôtel de ville pour la mobilisation de ces taxes. Et bien vous dépouillez déjà le bourgmestre du seul 40% qu'il a, c'est divisé encore en deux, donc il fonctionne avec 20%. Vous avez parlé des mariages ici. Les mariages, en principe, lorsque l'on fait payer, ce n'est pas pour qu'on vienne vous célébrer les mariages, vous devez payer. Non, en principe, c'est un service administratif qui devrait être rendu par l'autorité du lieu auquel vous appartenez ou du lieu de votre résidence, de votre domicile. Mais ce sont les procédures pour obtenir notamment les actes requis, parce que lorsqu'on veut se marier, il y a un bon nombre d'actes qui sont requis pour la constitution du dossier du mariage. Et ces frais-là nous permettent justement à produire ces documents afin de construire votre dossier et vous célébrez votre mariage. Il y a deux types de célébrations. Il y a d'abord la célébration au niveau de la municipalité, mais aussi lorsque vous voulez déporter les bourgmestres vers un autre endroit, nous devons être autorisés notamment par les tribunaux. Beaucoup ne le savent pas. Alors, saisir le tribunal, obtenir l'ordonnance de déplacement, ça demande les frais. Vous êtes juriste, monsieur le président, vous savez que l'un de ces principes de droit qui dit que la justice est gratuite, mais c'est la procédure qui est onéreuse. C'est donc cette procédure qui demande certains frais qui ne sont pas aussi exorbitants. Ce sont des frais raisonnables qui permettent justement à réaliser ce genre de cérémonie dans tes questions. Et vous avez aussi parlé des agents de la commune. Les agents de la commune, bien sûr, c'est un personnel qui émarge puisque nous n'avons pas encore de fonctions publiques locales. La loi sur la décentralisation organise la fonction publique locale, mais qui à ce jour n'existe pas encore. Un des défauts, bien sûr, de l'effectivité de cette décentralisation. Et donc, les personnels administratifs que nous avons, ils proviennent des divisions urbaines, c'est-à-dire ce sont des agents déconcentrés au niveau de nos communes, bien sûr, pour pouvoir permettre à ce que les services administratifs soient rendus au niveau local. Ces agents, d'autres services qu'ils rendent ne relèvent parfois pas de nous, parfois ça relève bien sûr de l'administration urbaine, mais ils fonctionnent dans nos municipalités respectives pour que ça permette aux administrés que nous sommes de nous rapprocher de l'administration afin d'obtenir des services. Et donc ce ne sont pas des personnels. Au niveau de la commune, on n'embauche pas. Okay. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Non, monsieur le bourgmestre, je vais déposer mon CV. » Je dis « Non, au niveau de la commune, je ne peux pas vous embaucher. Parce que ce n'est pas une administration qui devrait, nous, au niveau des communes, aligner un certain personnel. C'est un personnel qui émarge de la fonction publique. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique et sont déconcentrés au niveau de nos communes pour justement délivrer tous les services administratifs. Donc, eux, au moins, ils sont payés au niveau urbain. Parce qu'ils sont fonctionnaires, ils sont payés. Donc, les seules personnes qui ne sont pas payées au niveau de la commune, c'est les bourgmestres. Vous avez un chef de service qui relève de vos ordres, mais à la fin du mois, son téléphone sonne, le vôtre ne sonne pas. Voyez-vous, c'est ce qui fragilise même finalement, monsieur le bourgmestre, pourquoi vous autorités. Refusez de nous dire combien l'État vous doit? Et ça fait combien de mois? Pourquoi vous refusez? Bon, ça c'est une question renouvelée parce que... Non, renouvelée parce qu'il n'y a pas de réponse. Bon, combien l'État... C'est une relance parce que la question c'était combien vous touchez. Vous avez répondu je ne touche pas. Ok, il faudrait que vous puissiez toucher combien? Et ça fait combien de mois que vous ne touchez pas? Peut-être que vous avez commencé à toucher depuis qu'on vous a nommé 2022. On est en 2025. Bon, je vais vous parler de l'expérience de l'ancien gouverneur que nous avons trouvé, parce que celui que nous avons, je dois quand même avouer qu'il manifeste une certaine volonté, parce que lui aussi rencontre certaines difficultés. Vous avez vu aujourd'hui les routes à travers la ville-province de Kinshasa a obtenu les financements du gouvernement central, et c'est la province bien sûr qui est là pour superviser, c'est-à-dire que la province aussi rencontre un certain nombre de problèmes. Ne dites pas que le gouverneur n'est pas aussi payé. Bon, je pense que le Parlement des étudiants, c'est un hémicycle ouvert à tous. Lorsque vous aurez l'occasion de lui poser la question, d'autant plus que le salaire relève d'une question personnelle, il pourra vous répondre. Moi, je parle de ma part. Alors, cette volonté, bien sûr, est ressentie, mais il y a ce problème de moyens qui revient de temps à autre. Je voulais vous parler de l'expérience de l'ancien gouverneur, que nous connaissons tous, M. Gentini Ngobila, qui nous a
que nous avons trouvée lorsque nous sommes arrivés en fonction en janvier 2023 et à l'issue bien sûr des élections au niveau des exécutifs provinciaux sur l'ensemble de la République, nous avons passé près d'une expérience d'une année et demie avec lui. Et en une année et demie, la rétrocession que nous avons eue, encore qu'il faudrait que j'appelle ces frais la rétrocession, elle n'est venue que 2 fois. 2 fois parce qu'elle doit être mensuelle. Alors, vous imaginez, une année et demie, ça fait environ, pour ceux qui ont fait les mathématiques, 18 mois à peu près. Mais sur 18 mois, vous êtes doté que de 2 fois des fonds qui doivent vous être alloués. Ce n'est pas de la pitié que nous réclamons. C'est un droit inscrit dans la loi des finances publiques. Mais 2 fois seulement, nous avons eu ces fonds. Et je ne vais pas vous le cacher parce qu'à chaque fois qu'on nous les donnait, il y avait une publicité en pompe qui s'en suivait. C'était ces fameux 10 000 $. Je vous donne l'exemple de Limité, où nous avons 14 quartiers. Je vous ai parlé ici d'une population qui environne près de 500 000 habitants. Lorsque vous prenez seulement le volet assainissement, vous prenez 10 000 $, vous divisez par 14 quartiers, ça vous fait une affaire de 728 $ à peu près. Avec 728 $, Monsieur le Président, si vous étiez chef du quartier, je vous le donne, pour assainir le quartier pendant 1 mois, c'est impossible parce que quand vous divisez 728 par 30, ce qui fait 30 jours en 1 mois, ça vous fait à peu près 20 $. Même cette avenue, celui du Parlement, vous ne pouvez pas l'assainir avec 20 $ le jour, c'est impossible. Parce qu'il faut mobiliser les moyens matériels, il faut mobiliser les moyens humains, il faut bien sûr mobiliser ceux qui vont faire le monitoring pour voir si ce travail a été bien effectué. Mais dites-vous, de cette manière, est-ce qu'on pourrait bien fonctionner? Et donc, ce que j'ai dit, la décentralisation nécessite des moyens. C'est un mode que nous avons accepté, on le veut bien qu'il fonctionne, ça permet une inclusion de la participation de tous les acteurs au niveau local à la gouvernance de l'État, mais il faut que ça s'accompagne des moyens pour que cela soit effectif. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous avons compris combien vous touchez et combien de mois l'État vous donne. Je vous ai donné une illustration, mais encore, puisqu'on est avec le nouveau gouverneur, peut-être qu'il pourra avoir la bonne foi de Mais rattraper tout le retard. Au moins, lui n'a encore rien donné. Non, il a donné aussi. Certaines Plus fois, de 10 000, c'est ça. Bon, 20 000 fois, 20 000 $ une fois, bien sûr. Bon, toutes les autres fois, c'était un peu moins que ça. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Je vous en L'honorable Délice pour son allocution. Et l'honorable Plamedi se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Ma question est simple. Comment se déroule aujourd'hui la cohabitation entre les bourgmestres nommés et les conseillers communaux élus? En effet, selon la loi sur la décentralisation, les bourgmestres devraient être une autorité élue afin d'être redevables et soumis au contrôle démocratique des agents délibérants locaux. Merci. Merci beaucoup, honorable Délice. Monsieur le bourgmestre, pour nous éclairer à ces sujets, vous qui êtes dans l'exercice, comment les conseils, comment les conseillers communaux qui sont payés cohabitent avec le bourgmestre non payé? Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. Au-delà, bien sûr, de cet exercice des questions-réponses, je dois aussi préciser que c'est un exercice de gymnastique très enrichissant parce que ça me permet de m'asseoir et de me relever. Ça permet justement de m'exercer un tout petit peu. Mais au-delà de tout ça, ça montre l'intérêt pour lequel vous portez dans cet hémicycle pour cette question aussi pertinente. Vous avez sans doute relevé, honorable, cette question de cohabitation. Nous sommes dans un régime inédit. Je vous ai dit que longtemps, dans notre pays, sous l'égide de l'actuelle constitution, c'était la toute première fois que nous ayons des élections locales. Je vais parler des élections municipales en République démocratique du Congo. Et cela a été constaté lors du dernier cycle électoral. Nous avons eu des conseillers communaux. Moi-même, j'ai été élu, je l'ai dit ici. Et la perspective était bien sûr de poursuivre avec les élections jusqu'à la fin. C'est-à-dire avec l'élection des bourgmestres pour les cas de Kinshasa. Mais pour les cas des provinces, il y aura bien sûr les élections des conseillers urbains, lesquels conseillers urbains devront élire les maires des villes. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas ces élections. Pourquoi? Parce que le gouvernement, vous avez suivi très récemment la sortie médiatique de l'actuel ministre des Finances, qui a bien sûr décrié ces manques de moyens. Bon, les moyens peuvent être là, mais le problème c'est la priorité. Aujourd'hui, la priorité dans notre pays, c'est la question sécuritaire. Nous sommes dans un contexte d'agression et la plupart des ressources sont redirectionnées vers les efforts de guerre. Vous avez constaté qu'il y a eu
la réduction de certains revenus salariaux de nos autorités sous divers secteurs, et ces fonds sont redirigés a priori pour les efforts de guerre. Mais cela n'exclut pas, puisqu'ils sont là, que nous puissions travailler. C'est pourquoi l'actuel ministre de l'Intérieur, le VPM Chabani, avait fixé un cadre de collaboration. Il avait d'abord appelé les gouverneurs à fixer un cadre de collaboration en attendant, bien sûr, l'organisation de ces élections. Et c'est lequel cadre de collaboration devrait permettre, dans cette situation inédite, que les bourgmestres nommés travaillent avec les conseillers communaux élus. Mais les gouverneurs n'ont pas répondu promptement à cette question et il a plu au ministre de l'Intérieur de fixer lui-même ces cadres de collaboration à travers une correspondance qu'il avait adressée, je crois, à un élu, tout en copiant toutes les autorités possibles, pour que nous puissions travailler ensemble pour le développement de nos communes respectives. Mais à ce jour, peut-être Limité en fera l'exception, mais dans d'autres communes, la situation est invivable parce que le conseiller communaux ne jure que par les élections. J'ai même vu un de leurs qui a réuni un caucus pour menacer les bourgmestres que nous sommes, disant que s'il n'y a pas élection, eh ben, nous ne serons pas accéder dans nos maisons communales respectives dès lors que nous viendrons pour travailler. Eh ben, c'était une menace institutionnelle. J'ai saisi l'occasion pour dénoncer ce genre de comportement, parce que tous, nous devrons œuvrer pour une seule même cause. C'est le développement de l'État. C'est pour l'État que nous œuvrons. Nous n'œuvrons pas pour nos familles respectives. Et bien, lorsque l'on menace les bourgmestres que nous sommes, prétendant que nous sommes dans l'illégalité, nous ne sommes pas dans l'illégalité, parce que la loi dont est question aujourd'hui, en son article 126, il dit clairement qu'en attendant l'organisation de ces élections, les autorités que nous sommes gérées conformément au décret-loi 082 du DG 98 et lesquels décrets-loi donnent la compétence au chef de l'État de nommer les autorités des entités territoriales décentralisées. Principalement les maires des villes et les bourgmestres et même dans les entités déconcentrées, les administrateurs de territoire, sur proposition du ministre de l'Intérieur. Nous sommes donc dans une situation d'illégalité, mais puisqu'ils sont arrivés, ils pensent que nous sommes dans l'illégalité. Non, ce n'est pas à nous de demander à l'État d'organiser, de financer ces élections. Nous pouvons peut-être formuler le plaidoyer, mais c'est le gouvernement qui doit doter les moyens pour que les élections soient organisées. Mais en attendant l'organisation de ces élections, puisque vous êtes là, travaillons de concert. Travaillons de concert. Lorsque vous circulez dans les assemblées, et ça c'est un autre problème, pas qu'au niveau local, parce qu'on l'a déjà vécu dans nos assemblées. Nous sommes tous informés ici, vous voyez les spectacles qui se passent dans nos assemblées provinciales, où les élus se battent entre eux, au lieu de se battre pour, bien sûr, apporter des solutions pour notre population, voter des édits, voter toutes les lois possibles, afin que nous puissions ressentir ces besoins de réforme dans le fonctionnement de l'État. Non, et ils se battent pour les intérêts personnels, ils se battent pour évincer ceux qui sont membres du bureau. Encore que je me pose la question si aussi ici ça se fait comme ça, parce qu'il s'agit d'un parlement. Nous ne devons pas copier ce mauvais modèle. Ce mode de gestion a été instauré pour que la démocratie soit participative et qu'il permette à tout le monde de participer à la gestion de l'État, pas pour qu'on vienne s'entretuer. Parce que là, la question maintenant se pose, est-ce qu'il faudrait que nous puissions, parce que nous sommes sous un régime du semi-présidentialisme, est-ce qu'il faudrait maintenant que nous migrons vers le présidentialisme parfait, où ce sera maintenant au chef de l'État de nommer tout le monde, et les gouverneurs, et les bourgmestres, et tout ceci, parce que nos assemblées nous donnent l'impression de ne servir que leurs intérêts personnels, au lieu de servir les intérêts de la population par le vote des décisions, des lois, des édits, ainsi de suite. Et donc, cette réalité triste, je voudrais bien l'évoquer, et nous le vivons au niveau de l'Assemblée communale, et cette occasion, je la saisis pour faire un appel à tous les élus locaux de nous conformer au cadre de collaboration qui a été fixé par le ministre national de l'Intérieur pour cette cohabitation entre le bourgmestre nommé et les conseillers communaux élus. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. On va prendre l'honorable Plamedi pour son allocution et l'honorable Exaucé pour clôturer cet échange. Je vous suis reconnaissant, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'un des défis majeurs de la décentralisation reste la gestion des finances publiques. La rétrocession des ressources aux entités locales est quasi inexistante et la mobilisation des recettes locales demeure très faible. Dans ce contexte,
comment peut-on espérer voir nos villes, nos communes, ainsi que nos quartiers se développer? Que faut-il faire concrètement pour remédier à cette situation? J'ai dit honorable président. Merci, honorable Plamedi. Je voudrais que l'honorable exaucé rajoute sa question, comme ça vous répondez une fois pour toutes, on va chuter. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues parlementaires, la situation dans nos communes à Kinshasa est alarmante. Nous faisons face à une pollution sonore grandissante, une insalubrité chronique, une insécurité persistante et des rues surtout transformées en marchés anarchiques. Tout cela résulte, hélas, de l'incompétence de certaines autorités locales, souvent nommées sur base d'une appartenance politique plutôt que sur la méritocratie et surtout la compétence. Monsieur le bourgmestre adjoint, je profite de l'occasion, vous l'avez évoqué tantôt, mais j'ai rebondi encore sur cette question. Pouvez-vous nous dire pourquoi, de manière stratégique, certains de vos collègues bourgmestres se mettent en travers ou sont contre l'organisation des élections des nouveaux bourgmestres? J'ai dit honorable président. Merci, honorable exaucé. Monsieur le bourgmestre, vous avez la parole pour répondre à ces deux dernières questions, pour nous permettre de chuter. Merci, honorable président, pour l'ultime occasion de vous faire de répondre aux préoccupations des honorables parlementaires. Je vais rebondir sur la toute dernière question de l'honorable rapporteur, qui sans doute a heurté certaines sensibilités, notamment la mienne, parce que je suis bourgmestre, adjoint, bien sûr. Nous ne sommes pas contre les élections honorables. La preuve, moi-même, j'ai été candidat conseiller communal, je suis élu et je suis candidat bourgmestre. J'ai été à la CENI pour déposer mon dossier en bonne et due forme et ma candidature a été publiée et validée. À ce jour, je vous ai dit que tous, nous avons tourné nos regards vers le gouvernement qui, bien sûr, doit financer ces élections. Mais alors, la situation elle est encore inchangée. Nous devons travailler. Nous devons travailler dans la régularité, pas dans l'animosité. Que les conseillers qui sont élus aujourd'hui ne pensent pas que le bourgmestre en fonction sont illégales et illégitimes. Non. Parce que la disposition de l'article 126 demeure. Parce que cette disposition dit qu'en attendant l'organisation des élections urbaines, municipales et locales, les autorités de ces entités sont gérées conformément au décret loi 082 du DG 98. Et ces décrets loi donnent la compétence au chef de l'État de nommer les bourgmestres que nous sommes. Et donc décrier l'illégitimité des bourgmestres, c'est-à-dire décrier aussi l'incompétence du chef de l'État à prendre une ordonnance pour nommer les bourgmestres. Dire aux bourgmestres de ne pas approcher leurs administrations respectives pour venir travailler, parce que cette menace nous l'avons perçue par la voix des autres, c'est-à-dire aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État de gérer ces entités ou de superviser la gestion de ces entités conformément au décret loi que j'ai évoqué tantôt. Et donc nous ne sommes pas hostiles aux élections. Ces élections doivent venir, on le veut bien, mais la situation qui se vit actuellement doit permettre à ce que nos entités fonctionnent, qu'il n'y ait pas de crise politique, encore que, toujours cette même loi le dit, lorsqu'il y a une crise qui persiste entre l'exécutif communal et les assemblées locales, il y a une possibilité de dissolution. Alors, devrons-nous préserver les acquis de cette décentralisation, encore qu'on a parlé de tous ces défis, je ne vous dirai pas combien ça coûtait d'organiser des élections locales. C'était beaucoup d'argent. Alors, si nous persistons dans cette crise, ça va bien sûr amener à une dissolution. Nous allons perdre tous. Et les plus grands perdants, ce sont les assemblées locales, parce que ce sont ces assemblées qui seront dissoutes et qui vont encore demander l'organisation des élections locales pour qu'on ait de nouvelles assemblées. Encore que les fonds ne sont pas disponibles pour l'organisation des élections des bourgmestres et même des maires de ville. Pour cela,
ils doivent réfléchir et nous devons tous réfléchir. Alors, l'autre préoccupation, vous avez parlé de la pollution sonore, des salubrités chroniques qui sévit au niveau de nos municipalités. Certes, il est de la compétence du bourgmestre dans les attributions qui lui sont dévolues. Je pense que c'est une des questions qui avait été aussi posée, mais que je n'ai malheureusement pas notée. C'est celui d'exécuter ou de veiller à l'exécution des lois, des édits et même des règlements qui sont prises à tous les niveaux de la République. Et donc, il y a un décret qui existe qui, bien sûr, réglemente sur la question des nuisances sonores, un décret du Premier ministre, appuyé bien sûr par un édit provincial voté à l'époque du gouverneur Kimbuta, pour le citer ainsi, qui traitait sur la question des nuisances sonores. On nous dit nuisances sonores. Pour la plupart des nuisances, vraiment pour la plupart, ce sont des nuisances nocturnes. À 23h, on vous appelle, monsieur le bourgmestre, il y a une situation de nuisance sonore à Montmélé et qui requiert bien sûr que vous descendiez pour soit interpeller ceux qui sont là, parce que bien sûr, nuisant à la tranquillité de leurs concitoyens. Vous n'avez pas de moyens opérationnels pour arriver là-bas à 23h. Vous posez la question à la police vous dit, nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer pour arriver là-bas. Mais cette question sera gérée comment? C'est pourquoi j'ai dit que cette décentralisation nécessite des moyens opérationnels qui vont permettre justement au bourgmestre de pouvoir assurer toutes ces questions de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique de manière beaucoup plus effective. L'autre question aussi de l'honorable qui a bien sûr peint la difficulté que rencontre notre décentralisation, tout en demandant concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut principalement doter des moyens. Les moyens vont nous permettre d'avoir une administration assainie. À l'ère du numérique, on ne peut pas comprendre que lorsque vous avez besoin d'un document administratif au niveau de la commune, que vous puissiez nécessairement vous déplacer, alors qu'ailleurs, vous pouvez l'obtenir de manière virtuelle. Et c'est l'une des réformes auxquelles nous nous attelons, parce que cela ne demande pas de très gros moyens. Aujourd'hui, la commune délimitée, bien sûr, sous le leadership de Madame la bourgmestre, nous sommes en train de muter petit à petit vers le numérique. Nous avons aujourd'hui un site internet. Si vous tapez commune-délimitée.cd, vous verrez qu'il y a un site internet qui, à la longue, pourra servir de plateforme pour l'obtention de certains documents administratifs. Et aussi, certaines innovations que nous avons apportées, c'est celui des plaques de numérotation de parcelles. Je pense que tous nous habitons dans nos avenues respectives. Lorsque vous circulez, si vous voulez retrouver une parcelle, vous avez la plaque dont on numérote la parcelle et le nom de l'avenue. Aujourd'hui, nous avons apporté une solution numérique avec une plaque de numérotation de parcelles numérique implantée d'un QR code qui vous permet justement, lorsque vous le scannez, de directement accéder sur le site internet de la commune pour obtenir les services administratifs communaux. Mais à la longue, cette solution va nous permettre de commencer à identifier même les occupants de parcelles. Alors ça, ce sont des solutions que nous avons mis en place, qui ne nous ont pas demandé des moyens, mais qui montrent la volonté politique que nous avons de pouvoir innover dans nos communes. Et donc, le défi, pour que justement nos communes, la gestion de nos communes s'améliore, il faut des moyens conséquents. Mais il faut aussi que la population soit informée, qu'ils comprennent c'est quoi la décentralisation, quel est le rôle du bourgmestre, qu'on ne les limite pas seulement à la question des célébrations de mariage, parce que depuis un certain nombre d'années, on est limité le bourgmestre qu'au rôle d'officier de l'état civil. Il a fallu que nous arrivions pour que nous décortiquions cette matière et que l'on comprenne que le bourgmestre a plus d'attributions possibles et qui lui permettent de participer à la gouvernance locale et au vécu quotidien de sa population. Et donc, c'est besoin de moyens, c'est besoin d'informations, mais aussi cette volonté politique des acteurs au niveau national de monitorer de manière permanente cette décentralisation pour que toutes les solutions que nous proposons ici et tous les problèmes que nous avons relevés ici soient pris en compte de manière à ce que la gouvernance soit améliorée au niveau local. Mais aussi, si tous ces problèmes sont régentés, ça va permettre à ce qu'on ait un environnement propice pour que les plus jeunes aussi puissent s'exercer déjà à cet exercice démocratique au niveau local. Je vous ai parlé des élus locaux. Pour être candidat conseiller communal, à partir de 18 ans, vous pouvez l'être. Ça peut permettre aux plus jeunes de s'initier déjà à la vie politique active. Et donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que c'est pour aussi chuter, parce qu'il n'y a plus de questions, de cette invitation que vous m'aviez donnée, tout en remerciant aussi les honorables parlementaires pour les questions que nous avons posées, que vous nous aviez posées. Nous avons répondu sans animosité. C'est pour les besoins de l'évolution de la science, pour les besoins aussi que les choses s'améliorent, parce que la génération qui dirigerait demain, c'est nous. Et les bases doivent être solides pour que demain, nous ayons un État qui fonctionne de manière intégrale. Nous devons tous penser
Moi, je suis un scientifique, je suis un universitaire, je suis venu devant les parlements d'étudiants pour poser des questions essentielles pour que des solutions soient apportées, indistinctement des acteurs. Parce qu'ici, ce n'est pas qu'une question de Tshisekedi ou de Daniel Bumba ou de Chabani, c'est une question existentielle de l'État. Indistinctement des acteurs, nous devons tous œuvrer pour que la décentralisation, plus d'années après, qu'elle puisse être effective et que nous ayons une gouvernance locale ressentie au niveau de la base. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci de nous avoir entretenus sur ces sujets importants que d'ailleurs beaucoup ignorent. C'est des sujets qui ne font pas buzz et c'est des sujets que le média congolais ne jetteront pas assez des projecteurs, et pourtant des sujets fondamentaux, parce qu'il faut réaliser que si nos avenues ne sont pas gérées, parce qu'il n'y a pas de chef des rues, si nos quartiers sont abandonnés à leur triste sort, parce que les chefs de quartier, soit c'est des gens qui datent de Mobutu, soit qui ne sont même pas reconnus par l'État, si les bourgmestres ne sont pas payés, mais il faut effectivement dire que l'État n'est pas géré. On ne va pas prendre tous les gros salaires laissés aux députés et aux ministres nationaux et laisser ceux qui gèrent au quotidien la République sans salaire, sans moyens de leur politique, et on exige de le résultat. C'est comme ça que l'avenue est sale, les caniveaux est bouché, on appelle le chef de l'État, parce que l'autorité communale n'a pas le moyen nécessaire pour faire sa politique. Alors que nous célébrons les 17 ans de la loi sur la décentralisation, il est très important que le Parlement, que M. le bourgmestre a ici indexé comme l'un des responsables, parce que c'est lui qui légifère, mais aussi les gouvernements, c'est lui qui doit faire appliquer les lois, doivent prendre la mesure de l'importance de renforcer la décentralisation, notamment en dotant le moyen nécessaire aux autorités locales compétentes pour que cette décentralisation soit effective et que le travail puisse se faire comme il le faut. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Le bureau va sortir et on reviendra pour la plénière avec M. Nathanaël Onokomba. Monde des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.